voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Alors aujourd'hui, nous recevons un autre Jean-Louis, ma foi, Jean-Louis Perrault, directeur de recherche à l'INRAE. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, donc nous allons échanger sur un thème qui nous est familier, que tout le monde connaît, on en parle, on l'observe, on est en plein dedans. Nous allons parler tout simplement d'agriculture. Et d'élevage. Et d'élevage. Alors, Jean-Louis, je te laisse. Alors, la première chose que je souhaitais dire, c'est d'abord que je suis très, très heureux d'avoir Jean-Louis Perrault avec nous. Et je voudrais remercier un ami qui s'appelle Olivier Rosa, qui nous a permis d'entrer en contact et donc de pouvoir faire cette émission. Et cette émission est programmée depuis déjà un certain temps. Or, il se trouve que les sujets que nous allons évoquer ont une actualité extrêmement forte aujourd'hui, dont évidemment nous allons parler. Mais avant de parler des choses sérieuses, revenons à l'enfance. Vous êtes d'où, monsieur Jean-Louis Perrault ? On va dire que je suis né en région parisienne, la Branche banlieue de Paris, et que j'y ai fait toute mon enfance jusqu'à l'âge de 18 ans où j'ai quitté la région pour aller dans une école d'agronomie. Mais il y avait des affinités. L'origine, oui, mon origine, je suis limousin d'origine. Donc on voit déjà le lien avec l'élevage. Là. Oui, d'autant plus que j'avais un oncle qui était éleveur, mais vous savez, ces éleveurs des années 50-60 qui fait l'élevage qu'on rêve d'aujourd'hui. Il avait 4 vaches, pas de tracteur, c'était les vaches qui tiraient la charrette avec le foin et la paille, voilà. Et c'est ça qui a joué. Un autre siècle. C'est ça qui a joué un peu dans votre orientation oui, totalement. C'est-à-dire que très vous alliez vite, là-bas en vacances. Alors, j'allais là-bas en vacances. Donc, évidemment, quand on est un petit garçon en culotte courte, il faut mieux faire les charrettes de foin que les charrettes de paille. Ça pique moins les cuisses. Mais j'avais le goût de la terre, le goût de la campagne. Mais je pensais pas en faire mon métier. Pas du tout, non. Enfin, au début, vous savez, quand on est jeune... On veut bouger le monde, on veut le renverser, on veut faire la révolution. Voilà. Mais voilà, c'est au fil des rencontres, pendant mes études, je suis arrivé progressivement à faire ce métier. On va dire. Alors avant d'arriver au métier, vous êtes ingénieur de l'École nationale d'agronomie de Rennes. Oui, Agrocampus Rennes maintenant. Et alors qui s'appelle Agrocampus maintenant. Oui, c'est ça. Qui est une filière... avec des classes préparatoires. Alors c'est ça, oui. En fait, quand j'étais à l'école, bon élève, donc pas premier, mais toujours dans les premiers quand même. Et puis je suis allé en classe préparatoire. Je n'avais pas envie de faire l'université, je préférais quelque chose de plus dur, plus sérieux, non, mais plus dur à l'époque, classe prépa. Et puis je m'entendais bien avec mon prof de maths en classe prépa, qui m'a dit, tu sais, si tu veux rentrer dans une école plus tard, si tu fais plutôt prépa volet agronomique, tu vas tout de suite réussir ton concours. Si tu fais une prépa pour faire mathématiques, physique, après c'est les écoles d'enseignement supérieur, polytechnique, centrale, tu risques de redoubler ta deuxième prépa, donc ça sera 3 ans. Bon, je lui dis 2 ans, ça va bien suffire. Donc je suis allé en agro, mais voilà, c'est plus agro, ça me reflétait un peu mon oncle qui était encore vivant de ce temps-là. Puis voilà quoi. Donc ça a été l'école d'agronomie de Rennes. Alors ça a été après au hasard des concours. Quand j'étais en prépa, ce que je voulais bien faire, c'était géologie de Nancy en fait. Ça me plaisait bien la géologie. Et puis, au hasard des concours, j'ai été bien classé au concours de l'agro, un peu moins bien en géologie, et puis finalement, j'ai été reçu à l'agro. Et dans mes choix, j'avais mis Rennes en premier. Alors, pourquoi Rennes et pourquoi pas Montpellier ? Là, je serais bien incapable de dire. Peut-être avoir envie de visiter la Bretagne à l'époque. Puis voilà, quoi. Et puis et puis je suis rentré à l'agro de Rennes. Le soupçon d'intérêt pour l'élevage. Parce que la Bretagne, c'est quand même... C'était la région d'élevage, oui, mais qui s'opposait beaucoup à la mienne d'origine. Ça, c'est une découverte que j'ai fait en arrivant à l'agro. Vous parlez de rivalité, là. Alors, de rivalité, ça, c'était mon sentiment quand je suis arrivé en Bretagne. Et puis, plutôt d'admiration quand j'ai découvert ce qui se faisait en Bretagne à l'époque. Oui. Alors, j'ose pas dire ce qui se faisait à l'époque en Bretagne, parce qu'aujourd'hui, ça ferait réagir les gens. Mais bon, c'était comme ça. Ensuite, ça a été une thèse.
Alors ensuite, ça a été une thèse. Voilà, donc là, à nouveau, à l'agro à Rennes, c'était l'époque où on développait les pesticides. Hein. Moi, j'étais à l'agro à Rennes dans les années 75. C'était l'envolée de l'intensification de l'agriculture. Première visite que j'ai faite pour les jeunes qui arrivaient à l'école d'agronomie, où beaucoup n'étaient pas de fils d'agriculteurs, hein, déjà à l'époque. On allait voir en Bretagne comment on arasait bien les haies pour agrandir les champs. C'était ça la première sortie du jeune agro que j'allais devenir. C'était le remembrement. C'était le remembrement. Et puis, beaucoup de mes bons copains de promo ou copines sont allés dans la spécialité protection des cultures, qui était en fait les produits phytopharmaceutiques. Et puis moi, non, j'ai dit je préfère l'élevage, et en plus je m'entendais bien avec le professeur de zootechnie, donc j'ai fait de l'élevage, qui m'a dit tu sais, va faire ton mémoire de fin d'études à l'INRA à Clermont-Ferrand, tu verras, c'est très bien. Alors Clermont-Ferrand, c'était pas très loin du Limousin, donc j'ai dit oui, ok, j'y vais. Puis voilà, c'est parti comme ça. Donc j'ai fait une thèse sur un sujet qui avait pas trop de lien avec l'agronomie finalement, mais voilà. Et alors après, ça a été une candidature à l'INRA. Alors après, qui s'appelait l'INRA à l'époque. Voilà, qui s'appelait l'INRA. Donc j'ai fait ma thèse, c'était sur la flore digestive des agneaux, qui était un modèle du bébé humain en fait. Et donc j'étais plus dans le monde de la médecine que dans le monde de l'agronomie. Et j'ai fait des conférences, c'était le microbiote intestinal, mais à l'époque on disait pas microbiote, on disait flore intestinale, c'était moins valeureux. Et j'étais dans le monde de la médecine, vraiment, mais ça m'a pas trop plu. J'ai dit non, moi je suis ingénieur agronome, il faut que je fasse de l'agronomie, plutôt de l'élevage. Et donc quand il y a eu à l'INRA un poste de chargé de recherche à l'époque, qui s'est créé à l'INRA à Rennes, j'ai dit oui, pourquoi pas. INRA à Rennes, parce que la recherche en élevage, tout était à Clermont-Ferrand. Et c'est à l'époque le ministre de l'Agriculture, Meignery, qui a dit c'est pas normal, on ne peut pas faire de la recherche en élevage laitier à Clermont-Ferrand alors que la production du lait, c'est en Bretagne. Donc il a créé la station de recherche. Et je suis arrivé, jeune chercheur, on était 3 d'ailleurs, hein, on est 3 jeunes à être arrivés dans cette station. À l'époque, une station de recherche était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, hein, bien sûr. Alors là, on va faire un grand saut, parce que vous auriez sans doute des anecdotes multiples à nous raconter. Oui. Aujourd'hui, vous êtes académicien. Oui. À l'Académie d'agriculture. Vous êtes retraité, donc, mais vous êtes aussi très actif, parce que on va en parler tout à l'heure. Il y a 2 rapports récents en 2024 et en 2025, je crois, qui sont sortis, et donc qui traitent justement de la deuxième partie de l'émission, je voudrais dire. Oui, non. On continue sur... Alors, dans l'actualité, puisque on est face à une actualité qui est quand même tout à fait forte actuellement, des questions vraiment concrètes qui pour nous éclairer peut-être sur l'état des choses. On a l'impression qu'il y a une fragilité maintenant des maladies et donc des animaux qui ne cesse de grandir. Est-ce que c'est un phénomène qui va continuer à se développer, à s'amplifier, et auquel il va falloir faire face avec des solutions les plus adaptées? Alors, votre sentiment là-dessus? Oui, les pathologies animales et humaines, Covid-19, c'est pas si loin que ça, sont des maladies émergentes pour certaines. Alors, il y en a qui sont historiques, hein, mais qui sont traitées. Hein. La brucellose, par exemple, voilà, en bovin, mais c'est bien connu, c'est traité, il n'y a plus beaucoup de cas maintenant. Mais il y a des maladies nouvelles qui arrivent avec le changement climatique, avec des vecteurs, alors des insectes, beaucoup, qui remontent des pays du Sud, et ça se transfère d'autant plus, par exemple, par avion. Donc on a des cas de maladies qui sont arrivés d'Afrique, qui sont montés aux Pays-Bas par les avions, transportés avec les fleurs par exemple, et redescendent après dans toute l'Europe comme ça. Et ça, ces pathologies-là, alors qui sont de 2 types, il y a les épizooties, qui sont des maladies qui se transmettent d'animaux en animaux, et il y a les zoonoses, plus graves encore, qui se transmettent des animaux aux humains. Alors les animaux pouvant être des animaux sauvages. Hein. Covid-19, je rappelle que c'est une transmission directe de la faune sauvage à l'homme. Mais il y a d'autres maladies qui passent par l'animal d'élevage et qui se transmettent à l'homme.
l'influenza aviaire, par exemple, qui est une maladie qui vient des oiseaux sauvages, qui tombe dans les oiseaux d'élevage et qui peut contaminer l'homme. C'est pour ça qu'on a des protocoles drastiques de lutte contre l'influenza aviaire et la dermatite qu'on rencontre actuellement, nodulaire contagieuse des bovins. Elle n'est pas vraiment transmissible à l'homme, mais elle est catastrophique dans les troupeaux de bovins. Et donc ça, c'est des maladies nouvelles qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qui arrivent, et malheureusement, il risque d'y en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et donc, il va falloir qu'on adapte notre agriculture, parce que c'est vrai aussi pour les grandes cultures, hein. Il n'y a pas que des pathologies dans le monde animal, même si celles du monde animal nous touchent directement, puisqu'elles peuvent être zoonotiques, donc nous revenir directement. Alors là, une autre question qui peut se poser, qui est directement en lien avec celle-là, c'est la circulation des animaux. Je crois qu'à travers notre échange, on a évoqué le fait que les animaux, en fait, vont naître à tel endroit, être engraissés à tel autre, et puis revenir à tel autre. Est-ce que ça aussi, c'est un mécanisme qui non seulement peut aggraver, évidemment, la propagation, mais qui est aussi irrévocable? Est-ce qu'on peut envisager autre chose que cela ? Alors, il faudrait envisager autre chose pour éviter le transport d'animaux vivants, qui reste quand même un problème, ne serait-ce que pour le bien-être animal. Je ne parle même pas des coûts de transport qui alourdissent un peu la facture quand on achète après un morceau de viande ou une boîte de lait. Mais c'est compliqué parce que les techniques d'élevage se complexifient. Il faut être de plus en plus spécialisé au point qu'on n'est pas un éleveur aujourd'hui peut, dans certains pays, c'est pas trop le cas en France, ne plus être spécialisé pour faire naître les animaux, les engraisser et puis les conduire ensuite à l'abattoir. Et là, il y a des circuits commerciaux qui se sont créés, sur lesquels d'ailleurs la Commission à Bruxelles voudrait revenir un peu pour des raisons de bien-être animal. Alors je vais vous en citer 3 exemples. C'est les éleveurs d'Irlande qui font beaucoup de bovins viande, qui sont exportés vivants sur le continent, donc qui traversent une partie de la Manche et de l'océan Atlantique, de l'Irlande à l'Angleterre et de l'Angleterre chez nous. Donc transport d'animaux vivants par bateau. Ça, c'est un problème. Une deuxième spécialisation qui est arrivée, c'est les Danois qui sont des éleveurs de porcs très compétents, mais qui font que du naissage. Et les porcelets vont se faire engraisser en Allemagne. Et les Allemands ont développé toutes les infrastructures pour engraisser les porcelets. Bon, voilà un deuxième exemple de spécialisation. Et puis, même chez nous, dans des systèmes, on va dire, très, très agroécologiques, comme les bovins du Grand Massif central, on fait naître des veaux, on commence de les faire engraisser, puis on les envoie se faire engraisser en Italie, parce que c'est plus rentable. L'Italie, ils peuvent faire 2 cultures de maïs par an, et donc ils sont spécialisés dans l'engraissement, donc ils font beaucoup de viande. Et nous, on fait surtout les veaux, et on les exporte alors en Italie, un peu en Espagne, et aussi dans les pays du Maghreb qui veulent des animaux vivants. Donc là, à nouveau, transport par bateau par la Méditerranée. Donc c'est des filières qui se sont créées pour des raisons économiques. Ça va être difficile de revenir en arrière, parce qu'il faut revoir tout l'ensemble de la chaîne, mais pourtant, chez nous, ça serait quand même intéressant de redéplacer un petit peu, plus d'engraissement chez nous de ces veaux nés dans le Massif central, plutôt que de les donner toujours aux Italiens. Le système, il est très efficace, hein. Nos naisseurs sont de très bons naisseurs, et ça marche très bien. Les Italiens engraissent très bien, donc à l'échelle européenne, c'est très efficace, sauf que c'est les Italiens qui font la viande et pas nous, quoi. D'ailleurs, moi je connais un petit peu le problème parce que je connais bien le Piémont, et dans les boucheries du Piémont, on voit souvent affiché viande piémontaise. D'ailleurs, il y a un plat tout à fait particulier, la carne cruda piemontese, la viande crue du Piémont. Et il m'est arrivé de discuter avec un boucher une fois qui me disait que c'était les veaux, enfin les petits, arrivaient carrément d'Aubrac. C'était des animaux qui venaient de la race Aubrac. Oui, c'est la race Aubrac, qui est une race de la sud du Cantal, Aveyron, paysage merveilleux, qui fait un bon fromage, le Laguiole. Oui, comme le couteau. Voilà. Mais effectivement, personnellement, je ne suis pas originaire de cette région, mais le Limousin, c'est pas très loin quand même. Hein, ça ressemble un peu. Moi, j'aimerais bien qu'on engraisse des veaux dans ces régions, c'est sûr, plutôt que de les envoyer à nos amis italiens, qu'on en envoie bien sûr, mais qu'on en garde une petite partie chez nous. Parce que d'un côté,
On entend aujourd'hui beaucoup parler de l'accord du Mercosur, par exemple, qui va importer 99 000 tonnes de viande en Europe. Alors c'est un vrai problème parce que c'est une viande qui n'est pas produite selon les standards européens. Il y a des piqûres aux hormones de croissance, il y a des antibiotiques utilisés en quantité très importante. Donc, mais en même temps, 99 000 tonnes, si on ramène ça à la population française, ça veut dire que la France va avoir 15 000 ou 20 000 tonnes. Mais on importe déjà plus de 150 000 tonnes de viande. Donc la vraie question, OK, on peut se battre contre ces importations moins-disantes venant d'ailleurs, mais le problème, c'est pourquoi on importe 150 000 tonnes alors qu'on a le plus gros troupeau bovin d'Europe ? Donc on a un problème, parce qu'en particulier on exporte vers l'Italie, mais pas que, on a un problème d'inefficacité globale de nos filières sur lequel on ne s'intéresse pas beaucoup finalement. On se focalise sur ces importations qui sont certes un problème, mais qui ne vont pas changer la donne fondamentalement, quoi. Oui, mais on a l'impression que la question revient dès qu'il y a un problème majeur qui survient et que finalement on ne trouve pas de solution. Le temps passe, il y en a un nouveau problème et puis on part dans une boucle. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas finalement de mesures capable de, pour l'instant, faire une mesure un peu réactive, quoi. En fait, il y a un problème majeur. Enfin, cette crise-là, la crise de la dermatite nodulaire aussi, la nouvelle réforme de la PAC, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais elle va faire du bruit dans les campagnes, si ça continue dans le sens où c'est parti. Veut dire qu'il y a un profond malaise du monde agricole, du monde de l'élevage en particulier, mais pas que, mais quand même beaucoup de l'élevage, face à ces changements qui arrivent d'une certaine mondialisation et un secteur qui est un peu perdu, qui, en France, on a perdu beaucoup en efficacité de production. C'est vrai pour beaucoup de secteurs agricoles, c'est même vrai pour l'industrie, la preuve, elle est partie. Hein. Donc là, c'est un vrai problème. Donc, en plus, les éleveurs doivent faire face à des attaques de la société sur l'élevage, certains allant jusqu'à dire qu'il ne faut plus manger de viande, à la limite. Ça pousse à l'extrême l'argument. Et en même temps, l'éleveur, c'est un métier qui est devenu public. C'est-à-dire que l'éleveur ne peut rien faire sans en rendre compte à la société ou à l'État ou à des organismes étatiques. On ne peut plus agrandir un poulailler, c'est pas si facile que ça. Donc il est en permanence... Alors c'est bien de contrôler pour éviter les dérives, notamment pour l'environnement. Quand on pense les algues vertes ici, c'est bien qu'il y ait un minimum de contrôle. Mais vu du côté de l'éleveur, c'est sans arrêt des couches supplémentaires de contraintes qui se mettent. Et donc c'est un métier qui est devenu public, qui en même temps est sous le feu de la rampe et accusé par certains consommateurs. Et puis pour les autres qui veulent des produits pas chers, les produits français sont trop chers, de trop bonne qualité, donc il faut acheter plutôt des produits d'importation. Et derrière ça, comme c'est un monde qui est en crise, il est de moins en moins bien représenté. C'est-à-dire que jusqu'à pas si longtemps que ça, il y avait 1 ou 2 syndicats agricoles. Aujourd'hui, ils sont 3, très importants, qui ne portent pas la même vision du futur, qui ne portent pas les mêmes enjeux et qui ne portent du coup pas du tout la même parole. Donc ce monde de l'élevage, aujourd'hui, non seulement il est en crise interne, mais il est en crise de représentation, de représentativité. Alors, et ça, c'est un vrai souci pour l'avenir. Peut-être, alors, pour essayer de mieux comprendre, il y a une question qui revient de manière régulière aussi, c'est le problème des revenus. Est-ce qu'on peut avoir un petit tableau de ce que ça signifie entre ceux qui font du lait, ceux qui font de la volaille, ceux qui font de la viande, parce que le milieu est très diversifié, donc est-ce que vous avez une idée un peu d'indications, pas de montant, hein, mais des indications récentes un petit peu de ce qui se passe à ce niveau-là? Oui, alors les revenus du secteur agricole sont très étudiés par les instituts techniques en France, mais aussi par INRAE. Et j'ai un collègue à l'INRA de Nantes qui fait des tableaux de bord réguliers du revenu des différentes filières. Et quand on regarde sur 15 ou 20 ans, donc pas parce qu'il y a des événements à court terme, mais sur du long terme, il y a des filières qui gagnent bien leur vie globalement, c'est les grandes cultures. C'est aussi la filière porcine, qui est tout de suite après. Et puis ensuite, on a la filière volaille, puis ensuite les bovins laitiers. Et ceux qui gagnent vraiment moins bien leur vie, c'est les bovins viande, même si depuis 2 ans, il y a une très forte embellie. Mais donc, il y a quand même cette hiérarchie. Et puis ensuite, dans chacune de ces filières, il y a des éleveurs qui s'en sortent mieux que d'autres pour différentes raisons. Soit ils sont plus performants techniquement, soit ils ont mieux géré leurs investissements, ils ont évité les surendettements.
soit ils savent mieux capter les aides diverses et variées. Enfin, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées. Donc, il y a une grande variabilité. Quand je dis que l'élevage de porc gagne bien sa vie, il y en a qui gagnent très bien leur vie, même très très bien, puis d'autres non, un peu moins bien. Et là, le monde de l'élevage a depuis 2-3 ans, depuis les lois Egalim, notamment en lait, le prix du lait à la ferme a beaucoup augmenté. Et du coup, il y a toute une vague d'investissement actuellement dans le secteur laitier, qui est très bien parce que les agriculteurs modernisent leurs outils. Il faut faire attention de ne pas trop investir quand même, parce que si le prix du lait baisse demain, il faudra quand même rembourser les annuités, quoi. Donc, il y a un peu d'inattendu, en fait. On ne peut pas vraiment faire de prévisions à long terme sur le cours des prix. Alors, c'est bien la difficulté du monde agricole. Ouais. C'est que c'est très difficile. Il faut réussir à bénéficier des embellis en prenant quand même précaution de se dire peut-être que demain, ça ne sera pas si bon qu'aujourd'hui. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Les éleveurs de porc l'ont fait historiquement. Enfin, quand j'étais à l'agro, il y avait ce qu'on appelait le cycle du porc. Il y avait des années bonnes, des années moins bonnes, ça se répétait tous les 3 ans. Et les éleveurs de porc investissaient éventuellement dans de l'immobilier et puis revendaient quand les années de crise, quoi. Ils avaient une sorte de résilience qui n'était pas liée à leur production. Ils faisaient autre chose. Bon, aujourd'hui, ça existe toujours un peu, mais ça a un peu disparu. C'est moins le cas dans les autres filières, mais il faut toujours avoir cette notion de résilience des systèmes et ne pas investir à tout crin parce que les prix sont bons aujourd'hui, parce qu'ils seront peut-être moins bons demain. Je touche le bois en me disant que les prix agricoles vont rester élevés longtemps parce que le monde agricole a vraiment besoin de prix rémunérateurs. Mais malheureusement, d'un autre côté, il y a quand même le consommateur qui veut des prix bas. Et on a beau dire qu'on veut du poulet plein air, de Janzé, de Bresse, de ce qu'on veut. Quand on achète des nuggets de poulet à Paris, on se fiche d'où vient le poulet, quoi. Oui, et moins il est cher, mieux ça vaut. Donc, il y a aussi ce discours à l'autre bout de la chaîne qui est très ambivalent, quoi. Alors, nous sommes dans Voyage extraordinaire dans les sciences et nous recevons aujourd'hui, Jean-Louis reçoit Jean-Louis Perrault, directeur de recherche à l'INRAE. Jean-Louis ? Alors, on vient de faire un tour de questions d'actualité. Oui. Là, il y a peut-être d'autres sujets d'actualité que tu voulais aborder, Félix. Ah non, avec Jean-Louis. Moi, j'en ai un autre aspect qui est aussi préoccupant, me semble-t-il, c'est la population d'agriculteurs ou d'éleveurs demain. Parce que ce qu'on entend dans la presse, c'est que les vocations sont quand même aujourd'hui peut-être moindres que dans le passé, au vu des difficultés qu'on vient d'évoquer déjà. Est-ce que ça aussi, c'est un mouvement de fond auquel on risque d'être confronté dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec des départs ou des arrêts d'activité qui sont importants? Alors, c'est pas dans 10 ans qu'on va être en face de ce problème. C'est aujourd'hui et déjà depuis quelques années. Il suffit de regarder la pyramide des âges des agriculteurs et des éleveurs en particulier pour voir qu'une grosse partie de la population est à 55 ans et plus. Donc, ça veut dire que le renouvellement des exploitations est un vrai enjeu. Aujourd'hui, on sait que chaque exploitation qui arrête, c'est la moitié du temps, c'est pas repris. Alors, c'est parfois repris par un voisin qui s'agrandit de fait. Parfois, c'est pas repris du tout. Donc, chez moi, dans le Limousin, par exemple, et dans toutes ces régions un peu difficiles où on ne peut faire que de l'élevage quand même extensif, qui est promu par la société d'une façon générale, il y a quand même du mal à renouveler et on voit bien que les terres s'enfrichent. Et donc, c'est une désertification du territoire qui a lieu derrière ça. D'ailleurs, toutes les régions sont à la recherche d'idées, de solutions pour relancer de l'élevage, maintenir l'élevage là où il est et éventuellement en remettre là où il n'y en a plus pour des raisons agronomiques, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est cette décroissance de la population d'agriculteurs et d'éleveurs qui est très rapide actuellement. Par exemple, rien qu'en filière laitière, dans les années 90, il y avait plus de 150 000 élevages de laitiers en France. Aujourd'hui, ils sont 40 000. C'est considérable. Et on pourrait très bien imaginer, je ne le souhaite pas bien sûr, mais on pourrait très bien avoir des grosses exploitations laitières et 15 à 20 000 exploitations en France feraient tout le lait dont on a besoin en France. Et donc là, il y a à nouveau un vrai problème entre la réalité
Alors, je ne sais pas comment remettre des gens pour reprendre des exploitations agricoles et de l'élevage en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'investissements au départ. Donc, il faut oser se mettre des centaines de milliers d'euros sur le dos pour avoir juste le droit de travailler et gagner sa vie. Et d'un autre côté, la société qui clame toujours, on veut plus d'élevage, de gros élevage, on veut des petits élevages. Mais non, les élevages ne peuvent que grossir. Parce que si on veut produire chez nous ce qu'on mange, avec de moins en moins d'éleveurs, et d'agriculteurs, c'est la même chose dans les grandes cultures, eh ben, il faut les tailles d'exploitation ne peuvent que s'agrandir, c'est inéluctable. Et pour l'instant, on va dire, en France, on a alors ce discours sur la taille des exploitations, il est très franco-français en fait. Dans les autres pays européens, on ne l'entend pas. Vous avez tous en mémoire les grands débats qu'il y a eu autour de la ferme des 1000 vaches. Oui. Ben, par exemple, vous allez de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, des fermes de 1000 vaches, il y en a plein. Elles sont même à 3-4 000 et ça ne gêne personne. Il y en a plein en Espagne, ces grosses exploitations. Ça ne gêne personne. Il y a 4 ans, j'étais au Danemark, j'ai visité un élevage bio au Danemark. Alors on se dit, l'élevage bio, c'est 30 vaches, 40 vaches en prairie sous des pommiers et on fait du lait bio. Non, chez eux, c'est un troupeau de 500 vaches avec 10 robots de traite. Et ils font du lait bio. Donc cette question de taille de l'élevage, c'est vraiment un problème qui est très franco-français. Et il faut qu'on arrive à faire sortir ça de l'idée des consommateurs. Small is beautiful, c'est pas forcément vrai. Et gros n'est pas forcément mauvais. Tout dépend de la façon dont on traite les animaux et dont on traite les surfaces et la fertilité du sol. En France, on a des élevages de taille quand même très modestes par rapport à d'autres pays européens, qui sont du même ordre en taille, c'est les mêmes que les Hollandais ou les Irlandais. Mais c'est beaucoup plus petit que les Danois, beaucoup plus petit que les Allemands, incroyablement plus petit que les Espagnols. Donc on a encore des marges de manœuvre, mais il faut vraiment expliquer qu'on est dans un contexte où de toute façon, la taille des exploitations ne peut que s'agrandir pour un phénomène démographique. Sauf si demain, on arrive à... Il y avait un homme politique qui disait « je veux créer 1 million d'agriculteurs en France ». Bon, vous avez dû l'entendre comme moi. Eh bien, OK, au-delà du discours populiste, comment il ferait, quoi. Alors ça nous amène à la deuxième partie, qui est évidemment cruciale. C'est votre vision un peu pour l'avenir. Alors, vous avez été... le coordonnateur de 2 rapports que j'évoquais tout au début. L'un qui est comme président de l'Animal Task Force. Donc ce serait bien nous dire ce que c'est que cette Animal Task Force. Et puis un autre qui a été comme coordonnateur pour l'Académie d'agriculture. Ce sont 2 rapports récents. Et donc, dans laquelle vous développez un certain nombre de concepts que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer. Alors, vous parlez déjà d'élevage responsable. Alors, qu'est-ce que vous entendez par élevage responsable ? Alors, un élevage responsable, on peut dire durable, mais en fait, en tant que président de l'Animal Task Force, alors peut-être l'Animal Task Force. Oui, la structure. Alors c'est pas vraiment une structure, c'est un groupement d'intérêts qui rassemble donc aujourd'hui 20 pays. Chaque pays est 20 pays de recherche. Chaque pays est représenté par une institution. Donc la France, c'est bien sûr INRAE. Mais quand INRAE parle, c'est aussi pour les instituts techniques, pour le CNRS. C'est la voix de la France, quoi. C'est la voix de la France. Et puis, donc, les Pays-Bas, c'est l'université de Wageningen, etc., etc. Dans d'autres pays, c'est une université qui parle pour l'ensemble des universités du pays. Et puis, il y a des représentants des filières agricoles. Donc, il y a le monde de l'alimentation animale, de représenté, FEFAC, le monde de la génétique animale, l'EFAP, et le monde de la santé animale, Animal Health Europe. Et donc, c'est cette organisation-là est là pour réfléchir, pour faire remonter des idées à la Commission, pour avoir des sujets de recherche sur l'élevage, pour faire progresser l'élevage dans ces différentes dimensions de la durabilité. Et donc on travaille aussi beaucoup en relation avec l'ensemble des porteurs d'enjeux. Donc on a beaucoup de réunions à Bruxelles avec des porteurs d'enjeux différents, très différents. Ça peut être des organismes publics, donc la Commission. Ça peut être voir le Parlement, on rencontre des parlementaires européens. Ça peut être des ONG, du bien-être,
des ONG de l'environnement, ça peut être des acteurs des filières animales allant jusqu'à... la dernière visite que j'ai faite, c'était les producteurs de cuir, par exemple. Voilà. Donc voilà, tous ces gens-là, ensemble, essayent de faire remonter d'une voix des idées, et donc sur ce que l'on appelle un élevage durable. Et la commission m'a dit, mais vous aviez un jour employé le mot responsable, il nous va bien, qu'est-ce que vous mettez derrière ? Alors, qu'est-ce que c'est pour moi un élevage responsable ? Enfin, pour moi, c'est-à-dire l'ATF. C'est un élevage qui contribue à une agriculture circulaire et résiliente. On va y revenir parce que ça, c'est la grande vision. C'est-à-dire que l'élevage doit être intégré dans l'agriculture et pas raisonné à part. Il garantit la sécurité alimentaire. Alors, c'est l'Europe, donc là, on n'est pas que la France, c'est vraiment l'Europe. Tout en maintenant une utilisation des ressources dans ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc, il ne faut pas utiliser trop d'azote parce que ça fait des dégâts sur l'environnement. Il ne faut pas émettre trop de gaz à effet de serre parce que ça fait du réchauffement climatique. Qui promeut une fourniture de services écosystémiques. Donc, on voit bien le rôle des ruminants et de la prairie. Donc, si on a des ruminants sans prairie, ça ne sera pas de l'élevage responsable. Qui assure des normes élevées de santé et de bien-être animal. Ça va être de plus en plus difficile. On a déjà parlé des risques de pathologies revenant avec le changement climatique. Qui contribue à la durabilité sociale et économique des territoires ruraux. Ça, c'est très, très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que les régions se battent pour maintenir de l'élevage. Et qui renforce la résilience du secteur face aux chocs, qu'ils soient économiques, environnementaux, brusque chaleur par exemple, ou sanitaire, un nouveau pathogène qui arrive. Donc c'est ça l'élevage responsable. Bon, la commission à la Agri, ils ont trouvé que le mot était bien. Bon, après on peut dire durable, on y mettra à peu près les mêmes mots clés, quoi. Alors ce qu'on appelle agroécologie, ça rentre effectivement dans cette vision de l'agriculture responsable ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, on a eu un modèle de développement agricole qui était purement linéaire. Ce que j'appelle linéaire, c'est on est parti à partir de... On avait des ressources pour produire. Alors les ressources, c'est du capital, c'est des surfaces, c'est des engrais, c'est des produits phyto. C'est inépuisable, c'était la vision. On produit. Et puis, il reste un déchet. Pour l'élevage, le déchet, c'est devenu les effluents d'élevage. Oui. Et puis, le produit, c'est de la viande de porc, c'est de la viande de poulet, c'est des œufs, c'est du lait. Ça, c'est le modèle linéaire qui s'est développé, qui a eu du succès, qui s'est développé avec la réforme Pisani, finalement, dans les années 60. On a produit beaucoup plus, les gens ont pu se nourrir, le coût de l'alimentation a beaucoup baissé, pratiquement divisé par 2 depuis les années 60. Donc, c'est... par exemple, en termes techniques, l'indice de consommation, donc c'est quelle quantité d'aliments doit manger un poulet pour faire un poulet, c'est 2 fois plus faible que dans les années 80. Donc pour le porc, on produit la même production de porc aujourd'hui que dans les années 80 avec 400 000 hectares de moins pour nourrir les porcs. Donc voilà, on peut dire que ça c'est une marque du succès. La contrebalance de ça, c'est que bien sûr, il y a des problèmes de bien-être animaux qui sont apparus. Donc il faut changer. Et puis cette approche linéaire, on arrive à ses limites. Problème de qualité des eaux. Je ne fais pas de dessin sur le problème des algues vertes et des nitrates en Bretagne. Qualité de l'air, les émissions d'ammoniac, émissions de GES. C'est le bien-être animal. C'est la santé animale avec une utilisation d'antibiotiques qui a pu devenir critique parce que l'homme et l'animal, on partage la même pharmacopée. Donc, si on crée des résistances aux antibiotiques parce qu'on en utilise beaucoup en élevage, on va les retrouver en humaine. Et aujourd'hui, on sait que... Alors, les chiffres sont toujours très difficiles à exprimer, mais il y a une trentaine de milliers de morts par an en Europe par antibiorésistance, par mauvaise utilisation des antibiotiques en élevage ou en humaine d'ailleurs. Alors, vous utilisez aussi un terme qui mérite d'être explicité, la circularité. Alors, c'est l'agroécologie. C'est-à-dire que, justement, ce modèle qui était linéaire, il faut en sortir parce qu'on est arrivé au bout du système. Il faut repenser un modèle circulaire où ça veut dire que chaque élément du système peut être réutilisé. Et l'objectif, c'est 0 déchet. Et donc, c'est de revenir dans l'esprit, parce qu'évidemment, les moyens, ça va être différent, à ce qui se faisait en polyculture-élevage au cours du XXe siècle, où finalement, les effluents des animaux, les fumiers, c'était une matière première pour nourrir le sol. Aujourd'hui, c'est devenu un déchet. On ne sait pas quoi en faire, on veut s'en débarrasser. Et le prototype de l'agriculture linéaire, ça a été le modèle, je dis souvent, le modèle porc breton, où on importe en Bretagne de l'azote pour les engrais, des aliments, tourteaux de soja, on importait tourteaux de soja pour nourrir les porcs, on produisait du porc, la Bretagne nourrit en porc, Bretagne Grand Ouest, nourrit en porc le reste de la France,
Et on a des effluents d'élevage dont on ne sait pas quoi faire, qui polluent les nappes phréatiques, on n'a rien mieux qu'inventé que d'envoyer de l'azote dans l'atmosphère avec un traitement aérobique des effluents. Comme ça, on élimine 15 000 tonnes d'azote subventionnées par l'État, au passage, à ce moment-là. Donc voilà, on rentre de l'azote et puis on l'envoie dans l'atmosphère et autre retour, on a fait du porc quand même. Mais c'est ça qu'il faut revoir. Et pour moi, circulaire, si on prend l'exemple de la Bretagne, c'est une Bretagne qui fait rentrer quand même des matières premières parce qu'elle ne pourra pas tout nourrir ses animaux, qui produit ces animaux, mais qui réexporte hors de Bretagne des matières nobles qui sont des fumiers, des lisiers, peut-être traités, alors on va voir sous quelle forme, mais qui vont se resservir dans d'autres régions. Et les aliments qu'on importerait en Bretagne, dans une agriculture circulaire, ne seraient plus du soja qui vient d'Amérique latine, mais des protéagineux qui seraient produits dans des régions voisines de France et qui reviendraient chez nous, entre guillemets, nous, en Bretagne. Donc c'est une pour un Breton aujourd'hui. À une échelle nationale, quasiment. Alors c'est une échelle, il faut l'envisager à différentes échelles. Elle peut être à l'échelle d'une exploitation, mais c'est de plus en plus rare. La production de méthane, par exemple Alors, à l'échelle de l'exploitation, c'est polyculture élevage. C'est la ferme classique qu'on avait en tête. À l'échelle d'un territoire où c'est des agriculteurs qui échangent des biens et services, je te revends mon fumier, mais tu me revends de la luzerne qui a servi dans tes rotations, ou c'est à l'échelle nationale qu'on peut l'envisager. Et ça nous permet de retrouver des degrés de liberté, parce que l'animal, il a un avantage, c'est qu'il mange ce qu'on lui donne. Et qu'on sait, en nutrition animale, très bien équilibrer les rations. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé du tout de nourrir les animaux, à part peut-être les volailles intensives avec du soja. On peut très bien avoir d'autres sources protéines. Il suffit de le décider. Les fabricants d'aliments du bétail, les porcs, dans les années 90, ils mangeaient 9000 tonnes de pois en France. Aujourd'hui, ils n'en mangent plus simplement parce que le pois n'est plus cultivé. Bon, on peut expliquer pourquoi il n'y a plus de culture de pois. Mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que l'élevage aujourd'hui, il serait capable de manger beaucoup de choses, donc d'avoir en amont une diversification des rotations et des assolements. L'élevage français pourrait par exemple manger 2 millions d'hectares de protéagineux, et puis de luzerne, c'est sans problème. Face à 11 millions d'hectares de céréales, on voit on change la donne en termes d'assolement, avec des avantages beaucoup moins de phyto, plus besoin de moins d'engrais azotés, puisqu'il y a les légumineuses qui amènent l'azote dans le sol par le rôle de légumineuse, de fixation symbiotique, de fertilité des sols, parce qu'on ramènerait des effluents. Donc ça, on est d'un point de vue agronomique gagnant-gagnant. C'est l'agroécologie. C'était ce que Le Foll mettait un des termes qu'on met sous agroécologie, c'est cette circularité pour aller vers zéro déchet. Tout sous-produit d'une production resserre à une autre. Tout sous-produit d'une filière céréale est réutilisé pour alimenter les animaux. Alors ça se fait de longue date pour certains produits, un peu moins pour d'autres. Le son, par exemple, le son de blé, oui. Les drêches de brasserie, on boit tous de la bière, mais les drêches, on les mange pas. Mais c'est les animaux qui les mangent. Donc voilà, on réinvente il faut booster cette circularité-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire un petit peu la taille globale de l'élevage français. Oui. Ça, malgré tout, ça reste... mais ce que je disais tout à l'heure, l'élevage se réduit de lui-même par non-reprise. Et alors, il y a des pays européens qui sont plus avancés que d'autres dans cette voie, dans cette direction ? Pas du tout. Pas du tout. Et si, quand j'ai été président de l'Animal Task Force, j'ai plutôt poussé sur cette vision de circularité, c'est parce que le mot agroécologie passait mal à l'échelon européen. Déjà, à l'échelon français, ça va dépendre des syndicats. La Confédération aime bien, FNSEA, pas du tout, beaucoup moins. Mais à l'échelle européenne, les Danois, ça leur parle pas du tout. Et même chez nous, les producteurs monogastriques, comme production porcine, par exemple, agroécologie, on a du mal à imaginer. Ils imaginent plus écologie industrielle, en fait. Donc on traite les effluents, on en refait des engrais qu'on exporte, etc. C'est pour ça que j'ai mis le mot circularité, parce que pour moi, c'était bien de l'agroécologie, mais sans forcément dire le nom agroécologie pour certains pays. Et finalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut avoir une agriculture beaucoup plus circulaire. Tout le monde est d'accord. Appelons-la agroécologique, puisque c'est vraiment le bon terme. Alors, je ne sais pas si, Félix, tu veux dire un mot pour te rappeler Non, seulement rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes dans l'émission Voyage extraordinaire dans les sciences et qu'aujourd'hui, nous écoutons avec beaucoup d'intérêt notre invité, Jean-Louis Perrault, directeur de recherche à l'INRA. Et qui nous parle de choses qui nous touchent vraiment dans
dans notre vie quotidienne, dans notre vie bretonne, dans l'actualité présente. On en parle beaucoup ces temps-ci dans les journaux, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite. Donc on est en plein dedans, si j'ose dire. Hein. Alors, pour sourire un peu, parce qu'en venant tout à l'heure, nous discutions tous les deux, et je vous expliquais que une grande partie de ma vie a été consacrée à l'image, alors l'imagerie médicale pour moi, mais vous m'avez appris quelque chose qui m'a surpris. C'est qu'en fait l'imagerie, vous en avez aussi pour les animaux. Alors moi j'imaginais des IRM qui permettaient de suivre le volume musculaire, etc., etc. Mais pas du tout. L'anecdote que vous m'avez racontée, vous allez voir Félix et puis nos jeunes amis, c'est pas du tout ça en fait. Racontez-nous. D'accord. Alors, il y a des gros enjeux autour du bien-être des animaux, notamment dans les systèmes que l'on appelle intensifs. Le concept de bien-être des animaux a beaucoup évolué ces dernières années. On est vraiment passé de la notion de... Alors, il y a, on va dire, dans les années 70, ça n'existait même pas, on s'en préoccupait pas. Après, on est allé à la notion de bien-traitance, donc on s'occupe bien des animaux. Enfin, on fait tout bien pour eux, modulo quelques contraintes économiques quand même, hein, bien sûr. Mais on fait tout bien pour eux, mais vu de notre côté humain. Aujourd'hui, ce que les éthologues disent, c'est mais l'animal, c'est un individu qui ressent les choses, qui a une conscience. Il n'a pas de métaconscience, mais il a une conscience. Métaconscience, c'est on sait qu'on réfléchit et qu'on a une conscience. La conscience seule, non, l'animal, il a conscience. On le pique, il a mal. On le met dans un endroit froid, venteux, il n'est pas bien, il s'en rend compte. Il est malade, est-ce qu'il s'en rend compte? Peut-être, c'est des études en cours. Mais du coup, ce qu'il faut, c'est, comme c'est un individu qui ressent les choses, ce qu'il faut, c'est évaluer son bien-être à travers lui, et pas à travers ce que nous, on pense. Et donc, à travers lui, il faut définir des indicateurs. Donc ça, c'est tout le travail de la recherche aujourd'hui en éthologie, pour faire progresser les systèmes, mais faire progresser dans le sens où c'est l'animal qui nous dira qu'il est mieux. Et là, il y a plusieurs technologies. Il y en a deux qui se développent beaucoup. C'est l'acoustique. Donc, c'est les vocalises des animaux. On a étudié les vocalises des animaux d'élevage, comme on a étudié les vocalises des oiseaux, des chants d'oiseaux. Et on a des grognements de porc qui montrent que le porc est en meilleur état ou moins bon état qu'à d'autres moments. Et puis, il y a l'imagerie qui nous sert dans beaucoup de choses de plus en plus dans l'élevage, parce que c'est des méthodes, aussi bien l'acoustique que l'imagerie, qui sont non invasives, c'est-à-dire qu'on ne touche pas l'animal, on fait juste que l'observer avec des micros qui sont placés dans les pièces ou des caméras, et on arrive aujourd'hui à analyser le faciès d'un animal pour voir ce qu'il ressent à travers l'analyse de son faciès. Et ça, sur toutes les espèces, et notamment, on a découvert, par exemple, que les chevaux arrivent à se reconnaître quand ils se voient dans une glace, voilà, avec ce genre de technologie. Et donc ça se développe, alors avec beaucoup d'intelligence artificielle, mais il y a tout un projet sur le Grand Ouest qui s'appelle le LIT Ouesterel, Ouest Territoire d'élevage, qui a été mis en place dans le cadre des financements France 2030 Territoire d'innovation sur les questions de bien-être animal, et on a beaucoup d'industriels, de start-up plutôt, qui travaillent sur ces questions d'imagerie, et c'est un monde qui est absolument fantastique et foisonnant. Alors, il va y avoir beaucoup de déchets, j'imagine, hein, c'est-à-dire que tout ne va pas aboutir, mais je pense qu'on est dans une voie là qui va permettre d'analyser tout le temps les animaux pour voir leur comportement, leur déplacement, même par les images, on peut les peser. Enfin voilà, on va suivre beaucoup de choses et puis surtout voir comment leur comportement, comment ils s'améliorent, et surtout, par exemple, en filière porcine, quand on passe d'un caillebotis sur lisier sur une aire paillée, comment l'animal ressent ça, on peut l'analyser aujourd'hui. Analyser son confort. Là. Analyser son confort et ce que lui ressent. Oui, ce que lui ressent. C'est surtout ça, voilà. Alors, éthologie, donc c'est la science des comportements. Voilà. Alors, ça me permet de faire un lien avec une émission que nous avions faite à Radio Laser sur quand les animaux prennent la parole. C'est un livre de la collection Espace des sciences qui est publié par les éditions Apogée, où là, les deux collègues s'intéressaient au langage des animaux. Est-ce que on peut imaginer, parce que quand il y a des conférences sur ce sujet, les gens
pose la question du public tout de suite sur mais le langage des poulets, des poules, le langage des animaux familiers, le chat, etc. Est-ce que ça veut dire que ce que vous évoquez là peut aller jusqu'à cette dimension de compréhension par la voix, par exemple, entre animaux? Là, alors, ça, je sais pas, mais l'analyse acoustique que l'on fait, c'est bien une expression de l'animal face à son état de confort, de santé, voilà. Ça, on est bien là. Après, est-ce qu'un porc communique avec un autre dans la même case? C'est encore une autre question qu'on étudie, mais bon, on sent que ça a moins d'importance qu'entre des animaux sauvages où le chant d'un oiseau peut indiquer qu'il y a un problème, il y a un prédateur qui est pas très loin. On pourrait se poser la question pour les moutons quand ils sont attaqués par un loup. Voilà. Mais là, on n'en est pas là, quoi. Mais oui, ça va dans ce sens-là, et ces enregistrements auditifs des animaux, c'est une expression de leur, c'est une quantification de leur expression orale, en l'occurrence. Alors, je ne sais pas si on peut parler de langage, mais c'est pas encore du langage. Oui, par exemple, un porc peut pousser un cri de bien-être ou un cri de souffrance. Et donc, c'est ça, c'est savoir lequel est. Alors, cri de souffrance, ça, on le sait depuis longtemps. Enfin, bon, il suffit de prendre un porcelet par une patte et puis on voit qu'il crie. Ça, oui. Enfin, cri de souffrance ou de surprise, ça dépend. Mais après, c'est de voir comment, à travers son expression, finalement, il se sent bien là où il est ou pas. Et puis comme ça, on va faire évoluer fortement les systèmes. C'est-à-dire que les truies, maintenant, seront de moins en moins enfermées dans des cases pour mettre bas. Elles seront plus en liberté. Et c'est ce qu'on appelle les systèmes truies en liberté. Mais avec ces analyses d'images, on va aussi surveiller qu'elles n'écrasent pas leur porcelet. Et puis s'il y a un problème, l'éleveur pourra intervenir directement parce qu'il y a... il sera averti. L'éleveur ou peut-être demain aussi une machine, un automate. Après le progrès de la technologie, il est un peu sans fin en la matière. La question derrière tout ça, c'est l'éleveur, c'est un métier qui est au contact des animaux. Et il faut faire attention que toutes ces technologies sont intéressantes, mais il ne faut pas que ça fasse changer le métier d'éleveur en un métier d'observateur de ces animaux à travers un écran. Ça reste un problème. Et là, il y a des comportements d'éleveurs très différents. Il y en a qui sont très pushy pour aller vers ces technologies, en se disant « ça va me libérer du travail », et d'autres qui disent « non », parce que d'abord, la technologie peut tomber en panne, donc moi, je suis stressé par la panne qu'il peut y avoir, et je vais voir mes animaux. Oui. Et là, c'est le contact. C'est le contact avec ces animaux, et rien ne remplacera l'œil d'un bon éleveur pour regarder les animaux, toute imagerie, tout ce qu'on veut. Mais après, quand on a des troupeaux qui sont très grands, la relation qui s'établit, la relation qui s'établit, un éleveur connaît ses vaches et ses vaches connaissent l'éleveur, et c'est la même chose en porc. Donc, il faut faire attention de maintenir que l'élevage, c'est un métier qui est... il y a un travail en commun entre l'homme et l'animal, quoi. J'aime bien les deux travaillent en commun, quoi. Ça, c'est... Et donc, c'est pas une utilisation purement mercantile. Bien sûr, au bout du compte, on va quand même vendre des kilos de viande ou des kilos de lait, mais il y a une vraie relation qui se crée. C'est pour ça que les abattages actuellement dans le cadre de la dermatite sont dramatiques. Alors, ils sont indispensables dans l'état des connaissances actuelles, parce qu'on ne peut pas lutter contre la maladie si on ne détruit pas le troupeau où il y a au moins un animal malade. Mais pour l'éleveur pour lequel ça arrive, c'est un drame, parce que il perd ses animaux, il perd les gens avec qui il travaille, il perd, les individus avec qui il travaillait. On met à terre des années et des années de sélection génétique derrière le troupeau. Enfin, c'est une véritable catastrophe, mais en même temps, c'est indispensable, quoi. Alors ça, c'est une question que nous n'avons pas abordée jusqu'à présent. Ce sont les recherches sur la génétique. Parce que là, il y a évidemment des choses importantes qui ont dû se développer depuis 10 ou 20 ans. Je ne sais pas du tout quel est l'état des lieux, mais il y a toujours cette volonté de travailler sur ce secteur-là pour rendre plus résistants les animaux, est-ce que un petit point là-dessus Alors, la génétique animale est un des secteurs sur lequel on peut agir pour progresser dans la durabilité ou la responsabilité des systèmes d'élevage. L'animal responsable, le système responsable. La génétique, la nutrition des animaux, la gestion de la santé sont des leviers majeurs. La génétique est donc un levier
C'est pas le seul, mais c'est un levier qu'il faut de plus en plus, sur lequel il faut de plus en plus agir en commun avec les autres. Et les grands changements de la génétique, quand moi je suis arrivé dans la recherche dans le début des années 80, la génétique c'était pour produire plus. Des cochons qui poussent plus vite, des poulets qui poussent plus vite, des poules qui font plus d'œufs et des vaches qui font plus de lait. C'était ça. Puis après, il est apparu quelques problèmes quand même dans ces différentes filières. Donc les objectifs de la sélection ont évolué. Donc sur les vaches laitières, on a travaillé de plus en plus sur la reproduction, par exemple. Aujourd'hui, les questions qui se posent et sur lesquelles la génétique peut apporter des réponses, c'est par exemple dans le monde des bovins, est-ce qu'on peut avoir des vaches qui émettent moins de méthane, naturellement? Il faut réduire les émissions de méthane des troupeaux bovins. Bon, ça c'est clair, net, voilà. On a différents leviers. La génétique en est un. Et là, il y a des travaux qui montrent qu'on devrait pouvoir gagner 1% d'émissions de méthane en moins chez les vaches laitières tous les ans si on lance un programme de sélection aujourd'hui. On sait faire. On a des indicateurs pour dire cette vache-là produit moins de méthane que cette vache-là. On peut donc sélectionner sur ses descendants. Avec la sélection génomique, ça peut aller assez vite. Et on sait faire. Donc si les professionnels disent « oui, on prend ce critère-là », ça veut dire qu'on ira un peu moins vite sur d'autres critères, par exemple sur la production laitière, mais peut-être plus première priorité aujourd'hui. Donc on va travailler là-dessus. On travaille aussi beaucoup, quand je dis on, c'est les généticiens, sur la robustesse des animaux. Donc des animaux alors, en vache laitière qui vivrait plus longtemps, qui ferait plus de lactation pour être plus efficace. Parce que finalement, dans notre vision très linéaire de l'agriculture, on a toujours privilégié la performance à court terme. Combien de jours pour faire un cochon ou un poulet? Combien ma vache fait de litres de lait dans sa lactation? En oubliant juste qu'une vache laitière qui fait 2 lactations et demie, un jour sur 2 de sa vie, elle ne produit pas. D'abord, c'est une génisse qui ne produit pas, puis il y a des périodes de tarissement. Donc, il faut peut-être mieux produire un peu moins par jour de lactation, mais faire plus de lactation pour faire plus de lait par jour de vie. Voilà. Et ça, c'est des visions qui sont de performance. L'élevage laitier il est vraiment passionnant pour ça, parce que tous les pays d'Europe de l'Ouest ont travaillé sur plus de lait par vache pendant la lactation, sauf l'Irlande, qui a travaillé sur plus de lait par vache au cours de sa vie. Et donc, ils ont des animaux beaucoup plus petits que les nôtres, qui se reproduisent bien mieux, en système herbagé, parce qu'en plus, c'est des systèmes herbagés. Et c'est des animaux qui sont finalement très productifs en nombre de litres de lait par jour de vie, parce qu'ils font 4, 5, 6 lactations. Les nôtres en font moins. Donc on revient là-dessus et les généticiens travaillent sur ces critères-là, parce que malgré tout, derrière, l'amont des filières demande quand même des gros volumes, et quand on déplace un camion pour aller chercher du lait, on ne veut pas ramasser 100 litres de lait, on peut en ramasser 1000 ou 2000, bien sûr. Donc il y a aussi cette contrainte-là qui fait que... Alors, il nous reste quand même encore un peu de temps, Félix. Alors oui, il nous reste 6 minutes. Oui, alors, dans nos discussions préalables, vous m'avez dit que vous appeliez à un Grenelle de l'agriculture et de l'élevage, bien sûr, parce que il y a vraiment une réflexion de fond qui associe les acteurs, mais qui est la seule, finalement, qui permettrait peut-être de dégager le paysage pour les 10 ans ou les 20 ans qui Voilà. viennent. Je pense qu'il faut réinventer, il faudrait un pacte social, alors sur l'élevage, mais sur l'agriculture d'une façon générale, parce que quand on voit tous les problèmes de l'élevage, il ne faut pas nier qu'il y a des problèmes majeurs, les algues vertes, les émissions de gaz à effet de serre, le bien-être des animaux, c'est clair, ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça conduit souvent à opposer l'élevage et les cultures. Ce qui est en fait un faux débat, parce que l'un a besoin de l'autre. Alors bien sûr, l'élevage a besoin des cultures pour se nourrir, mais les cultures ont besoin de l'élevage justement pour se diversifier dans une approche circulaire et de fertilité des sols. C'est l'élevage qui fera la fertilité des sols. Et c'est bien pour ça que des régions qui n'ont plus d'élevage veulent en remettre, parce que leurs sols deviennent trop pauvres en matière organique, trop sujets à l'érosion. Il faut remettre de l'élevage et de la prairie dans ces territoires. Donc il faut réinventer une nouvelle agriculture plus circulaire. Et pour faire ça, pour moi, ça passe par un pacte social qui associe bien sûr les éleveurs, qui associe les consommateurs qui achètent les produits, les citoyens qui doivent savoir comment c'est produit et pourquoi on fait comme ça et pas autrement, parce qu'il y a aussi des contraintes économiques, et la puissance publique, évidemment. Et les acteurs des filières, coopératives, chambres d'agriculture. Et là, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme modèle agricole pour demain. Sinon, on va sans arrêt être avec tel ou tel porteur de message qui va dire halte aux élevages intensifs, tel ou tel porteur de message qui va dire je veux plus manger de viande mais que des végétaux parce que sinon la planète va mourir, ce qui est bien sûr faux. Ouais.
Et il faut vraiment que chacun soit vraiment au courant des problèmes de ces filières agricoles, et puis qu'on définisse ensemble un objectif, parce qu'on peut toujours faire beaucoup mieux, mais c'est aussi plus cher. Donc jusqu'à quel point on veut payer un peu plus cher notre alimentation. Et c'était les deux plateaux de la balance. Donc, et bien faire comprendre aux consommateurs que plus on demande, plus c'est cher. Donc après, lui, est-ce qu'il paye ou pas? Et puis en fonction de ça, sinon... on va faire ce que certains disent, que même le président de la République a dit, du moins mais mieux en France, et puis on importera du moins durable d'ailleurs. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux qu'on produise du durable, du plus durable chez nous qu'ailleurs, mais que ça soit produit chez nous pour faire vivre nos territoires. Et il y a des grands noms des grands mots qui sont utilisés, qui rentrent justement peut-être dans cette question centrale du sens à donner, la souveraineté alimentaire. C'est un mot qui revient maintenant, enfin, souveraineté dans d'autres domaines, bien sûr, mais aussi dans ce domaine-là. Est-ce que la perception du grand public, je dirais, de cette indépendance qui permet de se nourrir, est-ce que c'est quelque chose qui est bien rentré déjà dans les têtes ou ça paraît encore un slogan C'est rentré dans certaines têtes. Pas dans toutes, parce qu'il y a le consommateur est très variable. Le consommateur de nuggets, il se fout de savoir d'où vient le poulet qui est dedans. À la limite, ça serait du végétal, ça changerait rien d'ailleurs à la donne. Après, comment dire, souveraineté, oui, mais souveraineté totale, c'est-à-dire que alors, on ne sera pas souverain pour le café, pour les ananas, parce que on les produit pas chez nous. Bon, ok. Enfin, si, Guadeloupe et Martinique un peu pour l'ananas. Mais pour les autres produits, il faut faire attention que ce qu'on appelle souveraineté, ça dépend aussi beaucoup d'importation d'engrais azotés, par exemple, de produits phytosanitaires. Donc, on ne peut pas dire qu'on est souverain si on importe des milliers de tonnes d'engrais pour faire notre production. D'où mon discours d'agriculture circulaire, où justement on recycle beaucoup. On importera toujours, enfin, faut pas, mais moins quand même. Et donc, pour moi, c'est ça, quoi. Et c'est faire aussi on a eu un discours il y a quelques années à Bruxelles, c'était le Green Deal, le pacte vert, le Farm to Fork stratégie du champ à l'assiette, qui était très plus qu'agroécologie. Enfin, c'était, oui, agroécologie, voire écologie plus dure. Et on ne s'occupait plus de production. Et maintenant, on a quasiment le discours inverse, qui est souveraineté, souveraineté, souveraineté. Et on remet, finalement, on détruit tout ce qui a été fait juste avant sur l'approche agroécologique à l'échelle européenne. Et moi, je pense qu'il faut un discours beaucoup plus pondéré entre les deux, en recherchant de la souveraineté, mais avec des systèmes qui respectent beaucoup plus nos écosystèmes qu'aujourd'hui. Et ce qu'il nous faut, c'est ce que j'appellerais des écosystèmes nourriciers, en bonne santé. Une petite minute, Jean-Louis. Non, si tu là, veux une dernière question. On a fait le tour. Avec Jean-Louis, des grandes questions, je dirais, que j'avais, moi, de mon côté. Vous en avez peut-être, vous, parce qu'il y a deux jeunes invités. Oui. Là. Tu ne les as pas présentés. Non, alors, ils vont se présenter eux-mêmes. Donc, alors. Bonjour. Et Jean. Alors, est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser à Jean-Louis, notre invité? Les nuggets, par exemple. Vous mangez beaucoup de nuggets? Pas énormément. Mais... Bon, il y avait juste un moment, on avait parlé de la façon de communication des moutons. Mais du coup, j'ai pas compris. Ils communiquent comment, du coup? On sait pas toujours très bien. Enfin, ils communiquent entre eux par. C'est ce qu'on appelle une espèce grégaire. Donc, il y a un chef de file dans le troupeau, chez les ruminants aussi, hein, et tout le monde suit le chef de file. Donc ça, c'est une façon de communiquer. Ensuite, face à un danger, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Il y a des bêlements qui sont très différents à certains moments où on voit bien que l'animal dit quelque chose à ses congénères, quoi. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Ah oui, okay. Mais après, ça peut aller très loin. Enfin, juste une petite anecdote. Dans un troupeau de vaches allaitantes, ça devait être des charolaises, je crois. Il y avait une vache qui était dominante dans le troupeau. Donc, c'est elle qui imposait sa loi à tous les autres. Mais elle était tellement dominante qu'elle empêchait tout le monde d'aller manger avant elle dans les mangeoires. Ah. Mais du coup, elle mangeait pas parce qu'elle passait son temps à emmerder les petites copines. Et elle ne mangeait pas. Voilà. C'était sa façon de communiquer. On va donc conclure sur cette vache un peu autoritaire. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Hein. On a deux Jean-Louis. Donc
Parce que moi, je pense que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais qui correspond exactement à ce que j'espérais. Donc, merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet. Alors, c'est votre point de vue, hein, bien sûr. Tout se débat, tout se discute, mais au moins, c'est un point de vue éclairé et je crois qui peut intéresser beaucoup d'auditrices et d'auditeurs que ce soit par Radio Laser ou par la plateforme culturelle. C'était donc alors Voyage dans le monde des sciences et vous retrouverez le podcast de notre émission bien sûr sur le site de Radio Laser, radiolaser.fr sans majuscule et donc dans l'article que Jean-Louis va écrire sur le site culturel breton Unidivers. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.